je suis Arthur Faure et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Pinchna dans un nouvel épisode de La Causerie Tech dans lequel nous allons traiter, comme à notre habitude, de différents sujets tech qui nous ont intéressés ces derniers temps. Et pour ce faire, nous allons commencer par aborder un sujet plutôt original dont tu m'avais parlé, Romain, et qui est en l'occurrence le sujet des brosses à dents connectées. Ouais, en effet, bonjour à tous. Je t'en avais parlé quand je l'avais reçu, cette brosse à dents connectée. Là, c'était au début du confinement, donc il y a quelques temps maintenant, quelques mois de ça, parce que c'était un objet qui m'intriguait, un objet intéressant. Je voyais pas vraiment l'utilité par rapport à son prix, et je t'avais dit, quand je l'aurais bien utilisé, je te ferai une petite review. Donc maintenant, on a lancé la causerie tech, donc c'est l'occasion. Je vais te parler de cette brosse à dents. Donc c'est une brosse à dents connectée. Moi, c'est la marque Colibri que j'ai, mais maintenant c'est vendu sous la marque Colgate et c'est disponible par exemple dans les Apple Store. Elle vaut 99,95€, enfin 100€ quoi. Et donc c'est une brosse à dents électrique avec un look relativement minimaliste, on va dire, par rapport à une brosse à dents électrique classique. Elle est très simple visuellement et elle va être connectée à ton téléphone. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà le premier, c'est qu'on va pouvoir voir sur un planning si on s'est bien lavé les dents 2 fois par jour par exemple, si on a mis cet objectif là. Mais bien plus que ça, on va pouvoir voir les zones de notre bouche qu'on a bien nettoyées, celles qu'on n'a pas bien nettoyées, en voyant également un pourcentage qui résume la bonne réalisation du lavage, donc qui va de 0 à 100. On voit également sur une petite dentition 3D les zones qui ont bien été lavées ou non, mais ça je l'ai déjà dit, et on peut accéder à des tutoriels guidés ou même à des jeux comme les lapins crétins, on en parlera un petit peu après, qui vont nous permettre de nous guider dans le brossage des dents, d'apprendre à mieux se laver les dents. Et en fait ça c'est quelque chose qui est assez dingue. En commençant avec cette brosse à dents, en fait la première fois que tu te laves, tu vas t'apercevoir que tu fais un relativement mauvais score. Moi, c'était autour des 55-60%. Et apparemment, ça tourne vraiment autour de 50% pour une personne qui est pas habituée à bien se laver les dents, qui s'est pas bien formée au lavage de dents. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais les premières fois, tu fais vraiment un mauvais score et ça fait mal au cœur quand tu vois la petite modélisation 3D toute dégueu. Et du coup, au fur et à mesure des semaines, des mois, à me laver avec cette brosse à dents, à voir le résultat après, je me suis amélioré et maintenant je fais quasiment tous les jours entre 80 et 95%, ce qui est vraiment bien. Et du coup, c'est fou, mais cette brosse à dents qui est quand même très chère, 100€ du coup, elle m'a vraiment apporté quelque chose. Et aujourd'hui, je me dis, c'est pas mal finalement, c'est un investissement, mais finalement, je suis absolument convaincu que je me brosse bien mieux les dents qu'avant, que j'y fais bien plus attention, que je suis bien plus rigoureux sur ce que je fais. Donc voilà ma petite overview globale. Qu'est-ce que t'en penses avant qu'on aborde un petit peu le sujet des jeux ? Alors, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt cool. La réalisation en elle-même du coup de ce produit me fait plutôt penser, avec ce que tu me disais, du coup le fait de remplir des cercles, des pourcentages, on va dire, ça me fait complètement penser du coup à l'Apple Watch, qui est là du coup pour nous faire et pour nous introduire de nouveaux réflexes, de nouveaux gestes qui du coup deviendront communs par la suite, et j'y reviendrai. Cependant, je trouve que ça reste plutôt cher pour un objet tel qu'une brosse à dents. 100€, quasiment 100€, dans un produit destiné à se brosser les dents, je trouve ça cher. Après, moi j'ai une question par rapport à ça surtout. Je me dis, est-ce que ça vaut 100€? Est-ce que l'utilité de ce produit vaut les 100€, étant donné que son utilité, et tu nous l'as prouvé, au final a une réelle importance et comment dire, se confirme dans la première phase d'utilisation. C'est-à-dire qu'au début tu étais à environ 50%, donc tu avais un mauvais brossage de dents. Désormais tu es aux alentours des 80%. Est-ce que au final maintenant, il y a une réelle utilité d'avoir une brosse à dents connectée? Est-ce qu'elle n'a pas déjà fait son travail en t'instaurant cette habitude de mieux te laver les dents? Et maintenant, au final, cette fonctionnalité de connecter est un peu dépassée, un peu inutile. Ça c'est une bonne question et je t'avoue que je me la pose un peu.
Est-ce que là, si je repassais à une brosse à dents classique non connectée, j'arriverais à garder cette habitude, à garder un petit peu cette méthode de brossage de dents qui permet de bien me les laver, d'avoir un bon résultat? Je pense pas. Je pense que sur les semaines après que je repasse à la brosse à dents classique, bien évidemment, je garderai ces bonnes habitudes, mais sur le long terme, sur 6 mois, sur un an, forcément que je commencerai à gagner un peu de temps, en me brossant un peu moins les dents, en sautant une ou deux étapes, tout simplement parce qu'il y a un jour où j'ai un peu moins le temps, un jour où je pense à autre chose, un jour où je fais pas gaffe, alors que là, je sais qu'après, je vais avoir la petite notification qui me dit vous êtes lavé les dents à tant de pourcents. Et donc, mentalement, ça me force et je n'ai pas du tout envie de bâcler mon brossage de dents pour cette raison-là. Alors que si j'avais pas ce petit rappel après, forcément, sur le long terme, il y aurait des fois où je bâclerais, des fois où je ferais pas attention. Et c'est pour ça que finalement, je trouve ce système intelligent. Oui, 100 euros, c'est cher. Et en fait, on peut peut-être le voir comme un investissement. C'est-à-dire, si à partir de ces derniers mois, je me lave mieux les dents, peut-être que j'aurais pas de problème par la suite. Bon, peut-être que j'en aurais pas eu si j'avais continué à me brosser les dents de manière classique. Je ne pourrais pas le savoir. Mais on peut peut-être le voir comme ça aussi, que c'est un investissement sur la santé qui, est relativement important. Mais finalement, si on imagine que dans 15 ans, ça m'évite d'avoir des problèmes de dents, l'investissement sera très rapidement remboursé quand on voit ce que ça coûte certains soins dentaires. Donc, ouais, niveau investissement et niveau apprentissage, je pense que c'est un bon apprentissage, mais c'est surtout un bon soutien pour garder la motivation de bien le faire à chaque fois. D'accord, ouais, je comprends. En gros, tu es un peu tenu, on va dire, par ce défi qui est de compléter à chaque fois ton brossage de dents, comme, et c'est ce que je disais au début, comme les cercles au final avec l'Apple Watch qu'on va essayer de vouloir toujours remplir pour avoir les petits succès, les petites, il me semble que c'est des petites coupes, des choses comme ça. Donc ouais, je comprends. Bon, ça peut être un bon outil. Tu me disais que maintenant c'était, alors que de base ça avait été lancé sous une appellation nommée Colibri, et que maintenant ça c'était devenu Colgate et ainsi vendu dans les Apple Store. Tu sais comment ça s'est procédé? Est-ce que ça a été un rachat? Comment ça s'est déroulé? Alors, je t'avoue que j'ai pas du tout ces informations. Colibri, donc c'est une société française d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais une société française basée à Paris. Je pense qu'ils n'ont pas vendu, mais que c'est juste, que la société leur appartient toujours, mais que c'est juste vendu le produit sous la marque Colgate. Mais ça, j'ai pas d'infos, j'ai pas été chercher, je t'avoue, mais voilà. Aujourd'hui, c'est vendu sous le nom de Colgate et on peut plus le trouver sous le nom de Colibri. Même l'application est passée, l'application Colgate, et moi, avec la brosse à dents qui est de la marque Colibri, j'utilise l'application Colgate désormais. Donc, D'accord. Et ben ça c'est aussi un très bon point du coup que ce soit une application française désormais distribuée sous le nom et l'entreprise de Colgate et vendue dans les Apple Store. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt pas mal, d'autant plus quand on sait qu'il y a peu de produits français vendus en Apple Store. Peu de produits, on va dire, technologiques et poussés, on va dire, vendus français. Il y a quelques petits articles. Au final, ça se place un petit peu dans les mêmes rangs que les enceintes de Vialet, par exemple, qui étaient vendues à l'Apple Store. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour des petites entreprises françaises à la base qui, du coup, bénéficient de ce tremplin que sont les Apple Store. Non, mais tout à fait. C'est intéressant de voir aussi que en France, malgré ce qu'on veut un peu se faire croire, on a plein de bonnes entreprises dans les objets connectés, dans les objets autour de l'écosystème technologique, les enceintes de Vialet totalement. Et c'est assez plaisant de voir qu'on sait aussi créer, innover dans ce domaine, et au final sur des produits qui peuvent paraître un petit peu secondaires et qui finalement ont un vrai intérêt dans l'amélioration de notre santé, de notre vie quotidienne. Et c'est aussi un peu, je pense, l'esprit que veut insuffler Apple, et c'est pour ça que ce type de produits finissent dans les Apple Store aussi. Oui, complètement. Et puis ça rappelle un petit peu du coup comment on peut appeler ça, les mises en avant par Apple, notamment au sein de son Apple Store, des applications françaises, par exemple, ou des tops qu'il peut y avoir dans les applications françaises.
On voit qu'il y a cette volonté de s'introduire dans les paysages nationaux, de montrer des applications du pays en question, des produits du pays en question, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, carrément, c'est assez intéressant. Et puis, du coup, pour terminer sur le produit, je vous en ai parlé au tout début du podcast, mais il y a également des jeux, des activités qui sont inclus dans l'application Colgate et qui étaient aussi déjà inclus dans l'application Colibri. Donc il y en a une très simple, très bien, qui juste va vous guider étape par étape, genre laver en haut à gauche dans votre bouche, puis chaque étape comme ça. Et donc on va avoir le suivi, ça c'est super bien pour avoir la bonne méthode et pour oublier aucune zone. Et puis après, il y a des petits jeux. Donc ça, j'en ai essayé un. Donc il y a les lapins crétins et il y a Go Pirate aussi. Donc les lapins crétins, en fait, on a plein de lapins sur une piste d'athlétisme. Et plus on va bien se laver les dents, plus notre lapin va courir vite jusqu'à gagner la course. Bon, je l'ai essayé une fois. Clairement c'est du petit jeu. Après peut-être pour les enfants aussi, ça peut être un bon point pour un petit peu les motiver aussi à bien se laver les dents. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo pour un adulte ou bon oui si je me considère comme un adulte à 20 ans. C'est drôle une fois mais pas plus. Mais je trouve assez aussi intéressant de pas juste penser vraiment à la santé pour les adultes qui ont envie de faire attention à eux, mais également trouver une manière de gamifier ça pour les enfants. Donc voilà, c'est assez fun. Et puis c'est tout pour ce produit de mon côté. Eh ben d'accord, moi j'avais juste une dernière question. Tu m'as parlé du coup d'un petit jeu là qui repérait quelle zone de ta bouche tu allais te brosser avec. Est-ce que la brosse à dents comporte un gyroscope ou quelque chose comme ça dedans? Alors ouais tout à fait. Je suis pas au courant exactement de l'intérieur de la brosse à dents, mais il y a en effet un capteur de mouvement, donc ça doit être un gyroscope. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il arrive à détecter les zones que tu t'es bien lavé et les zones que tu as moins bien lavé, grâce à du machine learning aussi qui est intégré et qui permet de traiter ce mouvement pour analyser ton brossage de dents. Donc en fait, il y a quand même pas mal de technologies embarquées pour ce résultat. D'accord. Bon bah c'est plutôt cool du coup. Donc oui, et puis vous pouvez retrouver donc cette brosse à dents connectée dans les Apple Store les plus proches de chez vous. Si vous voulez, alors pas la tester, hein, mais si vous voulez vous en procurer une, pourquoi pas, ça peut être quelque chose de bien, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez, le bon lavage de dents, et surtout du coup, et c'est sur ce qu'on va dévier, et c'est un peu le thème général du podcast du jour, c'est la santé, la technologie plutôt au service de la santé. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne utilisation en tout cas. Ouais, ça va être une magnifique transition vers Stop Covid du coup. Voilà, donc moi aujourd'hui j'avais décidé de vous parler de l'application Stop Covid qui fête ses 2 mois approximativement. Et pour fêter ces 2 mois, il y a eu un joli article dans le Figaro en début de semaine qui du coup expliquait que la CNIL avait mis en demeure du coup l'application Stop Covid car elle était non conforme au RGPD, le règlement européen de la protection des données. Donc voilà, c'est un peu le coup de massue final sur cette application qui, on le rappelle, a été téléchargée 2,3 millions de fois en France. Enfin, par 2,3 millions d'utilisateurs uniques, ce qui représente en réalité que 3% des Français, qu'il n'y a que 3% des Français. Et voilà, et on sait du coup que dans l'application, au final, les utilisateurs n'étaient pas très actifs, puisque seulement 68 personnes qui utilisaient l'application se sont déclarés porteurs du Covid-19, de la Covid-19. Donc voilà, c'est une application qui n'a pas extrêmement bien marché. Malheureusement pour Olivier Véran qui du coup en faisait un peu son étendard, la portée en étendard pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux notamment. Pour le coup du coup la CNIL l'a mis en demeure pour 3 points on va dire. Le premier, c'est que la première version de l'application Stop Covid
qui du coup, on va dire, stockait des contacts dedans, les personnes avec qui on avait été en contact dans la rue. Ces personnes étaient stockées de base, et c'est ce qui était prévu par l'application, devait être stocké dans l'application elle-même, dans le téléphone. Pour le coup, dans la première version, ces contacts ont été stockés de manière sur un cloud, hein, grosso modo. C'était centralisé. Pour le deuxième point du coup de la mise en demeure, la CNIL reproche du coup à l'application un manque d'informations dans l'application elle-même. Et en troisième point, il y a eu certains problèmes, et on le sait, c'était pas nouveau. Dans plusieurs articles auparavant, ils en ont parlé. Il y a eu des gros problèmes dans la sous-traitance de cette application du coup, qui n'était pas réalisé donc directement par l'État. Certains problèmes, notamment dans les contrats, certaines lignes et certains points qui n'étaient pas respectés. Bon, ça montre un peu que l'application a été fait, on va dire, en urgence, et tout n'a pas été fait avec attention. Donc voilà. Moi, j'ai utilisé par exemple cette application, et je fais partie de cette masse importante de personnes qui ont téléchargé l'application et qui ne l'ont pas utilisée. Parce que soit on n'y voyait pas l'intérêt, j'assume, hein, pourtant il y avait un gros intérêt, mais je me disais que bon, pas beaucoup d'utilisateurs, donc au final l'intérêt est faible. Bon, il est vrai que si tout le monde se dit comme moi, au final il n'y a plus du tout d'utilisateurs, et c'est peut-être nous qui créons au final ce manque d'utilité à l'application. Mais je trouvais aussi que l'application avait été mal amenée. Il y a eu un peu un manque de communication là-dessus. Je dirais pas un manque de communication, parce qu'on a vu beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux, mais une communication qui a été un peu mal faite, qui n'a pas été assez transparente, je pense, et on rejoint du coup cette mise en demeure car non conforme au RGPD, ce manque d'information, ce manque de transparence sur les données, il y a probablement joué à cette non-démocratisation, on va dire, de l'application. Et voilà, pourtant c'était une application qui était très attendue. On en avait entendu parler déjà par l'alliance Apple et Google, donc qui était plutôt aux États-Unis, on va dire, qui du coup planchaient tous les deux sur cette idée d'app. Et voilà, donc il y a quand même eu un certain engouement autour de ça, mais qui n'a pas suivi et qui n'a pas porté ses fruits. Je voulais savoir ce que t'en pensais, toi, Romain, de ce manque d'infos, et puis surtout de cette utilité de l'application en elle-même, si tu l'as testée. Enfin voilà. Eh ben ouais, c'est un sujet très intéressant, et comme tu le disais, c'est un peu le cœur du problème de cette application. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, ça sert à rien. Mais tant que les utilisateurs viennent pas, du coup, on peut pas trouver l'intérêt à l'application. Donc si tout le monde se dit il n'y a pas grand monde qui l'utilise, donc ça sert à rien, je l'utilise pas, donc voilà, ça c'est vachement compliqué, et ça c'était un truc qu'il fallait gérer. C'est un petit peu comme avec les nouveaux réseaux sociaux, à chaque fois qu'ils essayent d'émerger. Aujourd'hui le problème c'est qu'il faut des utilisateurs pour que ça fonctionne, mais les utilisateurs ont envie de venir s'il y en a déjà d'autres. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que niveau communication, ça a été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux, mais finalement peut-être pas assez sur les spots, les canaux plus traditionnels. À la télé, il y a souvent la petite pub là, qui passe pour mettez votre masque, etc. Enfin, je sais plus exactement ce que ça dit. Il me semble pas qu'ils mettent l'application plus en avant. Il y a peut-être un manque de communication de style officiel là-dessus qui promeut vraiment l'application, alors que enfin voilà, comme on a commencé à le répéter pas mal de fois dans cet épisode de la causerie, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que ça ait un intérêt. D'ailleurs, par rapport à ça, si ça vous intéresse, on essaiera peut-être de mettre le lien en description. Il y a une vidéo de Science for All, si je me trompe pas. D'ailleurs, je dois peut-être me tromper de nom de chaîne. Enfin bon, bref, il y a une vidéo très intéressante qui explique justement comment fonctionne ce type d'application et à partir de combien d'utilisateurs ça peut devenir utile. Et donc, j'avais vu cette vidéo avant que l'appli sorte. Donc, pour moi, voilà, je comprenez l'intérêt de ce type d'application. Malheureusement, avec 2 millions de téléchargements et peut-être la moitié des personnes qui l'ont vraiment activé, l'intérêt de cette application diminue énormément. Donc c'est vraiment dommage. Pour moi, à mon goût, par rapport au timing, voilà, qui est voilà
une courte durée pour créer l'application. Je la trouve pas mal, l'application quand même. Elle est assez bien foutue, elle est pas trop moche. On a pas mal d'infos justement sur la confidentialité, où on peut très rapidement avoir des réponses à la plupart de nos questions depuis l'application. On peut également générer nos données en disant supprimer toutes les données de mon téléphone ou supprimer toutes les données qui me concernent de vos serveurs. Donc je trouve ça justement assez bien foutu, on nous laisse pas mal de possibilités qu'aujourd'hui la CNIL le pointe du doigt. D'un côté ça se comprend, ça protège nos droits aussi, c'est des données très sensibles de santé, mais en même temps si on se tire une balle dans le pied dès qu'on essaye de trouver une solution technologique au problème actuel, qui est toujours actuel du coronavirus, c'est très compliqué comme situation et en fait on se retrouve un peu toujours dans le même souci, c'est est-ce qu'on se protège à mort en termes de confidentialité de vie privée aux dépens de potentiels bénéfices technologiques, ou est-ce que on laisse tout libre et du coup par contre ça laisse les abus libres. Donc c'est vraiment un sujet compliqué, pas évident. Aujourd'hui pour moi Stop Covid, c'est foutu quoi. Si ça n'a pas été adopté bien dès le début, j'ai du mal à imaginer dans le futur que ce soit vraiment adopté. Donc c'est une belle tentative, pas trop mal exécutée à mon goût. Malheureusement j'ai du mal à lui voir un avenir. C'est peut-être dommage qu'il ne soit pas basé sur la technologie donc qu'Apple et Google ont mis au point très rapidement, qui apparemment pour le coup serait très respectueux de la vie privée, en stockant quasiment aucune donnée sur les serveurs. Et je sais pas vraiment pourquoi l'État français a refusé d'utiliser cette technologie alors qu'elle était disponible au moment où ils ont commencé à travailler sur cette application. Donc sujet très compliqué. Peut-être un peu dommage qu'ils aient pas dit OK aux outils proposés même par ces grandes entreprises américaines. Ça aurait peut-être pu simplifier tout ça et surtout faire un système bien stable qui fonctionne très bien et qui était tout aussi, voire plus respectueux de la vie privée que le système qui a été mis en place. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce dernier point, qui du coup est une incompréhension, on va dire, de la non-utilisation de la technologie mise à disposition par Apple et Google, qui était une technologie, comme tu l'as dit, qui était disponible au moment du lancement de Stop Covid. Donc je trouve que c'est assez dommage, mais d'un côté, c'est pas très étonnant quand on sait que l'État français mène un peu une guerre, on va dire, alors une guéguerre envers ces grandes firmes, on va dire plus généralement les GAFA, et dont Google et Apple font partie. On sait que notre État a un peu une dent contre eux, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on sait que, et moi d'ailleurs, en tant qu'utilisateur de produits Apple et Google, j'ai beaucoup plus confiance, on va dire, en ces entreprises-là qui communiquent énormément sur la protection de nos données. On l'a vu dans les dernières keynotes encore, notamment celle d'Apple dont on a traité dans le premier épisode. Voilà. Apple met un point d'honneur sur la sécurité et du coup je ne comprends pas pourquoi l'État français n'a pas voulu eux leur donner confiance. C'est un peu dommage. Étant donné qu'il me semble que ça reposait sur des données stockées sur nos appareils à nous, il me semble, tu me dis si je me trompe. Donc voilà, au final, on aurait évité ces problèmes que le CNIL pointe, donc la centralisation des données par exemple. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est des choix très politiques, je pense, pour éviter que ces très grosses entreprises qui ont quasiment des monopoles sur leurs produits, sur leurs écosystèmes, prennent encore plus le pas sur le domaine de la santé, sur le domaine des données très privées, surtout liées comme ça à une maladie, mais ça aurait peut-être été la bonne solution à voir. Après on va voir aussi ce qui va être fait par la suite pour un peu pallier à cet échec, peut-être une seconde version de Stop Covid qui intégrerait du coup ces technologies et qui permettrait une adoption plus massive. À voir clairement. Oui, et puis différemment, moi j'avais pensé qu'Apple pourrait introduire, on va dire, ce style de fonctionnalité dans son application santé, parce que Apple possède déjà une très bonne et une application santé très développée. Donc pourquoi pas, au final, réutiliser, on va dire, un petit peu ça
le fait de se déclarer malade. Et comme ça pourrait avertir les utilisateurs qui l'ont décidé, les utilisateurs d'iPhone et de cette application, qui l'auraient décidé d'être avertis à leur tour par le contact de différents malades. Moi, je trouve que ça pourrait être une bonne feature. Après à voir ce qu'ils en feront, ça permettrait de réutiliser cette technologie pour d'autres maladies, par exemple, que le Covid. Non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'y avais pas du tout pensé, mais on pense à des trucs très nationaux. Aujourd'hui, du coup, Apple et Google ont un système qui est compatible entre les deux plateformes en plus pour gérer ce type de cas-là. Ça pourrait être une bonne idée de leur part d'intégrer ça nativement dans tous les appareils. On aurait une couverture excellente. On pourrait l'utiliser aujourd'hui pour le coronavirus, peut-être demain pour une autre maladie. Du même type qui se répand de manière aussi massive. Ça pourrait être très intéressant d'un point de vue santé, bien évidemment. Peut-être que la seule chose qui les retient, c'est justement la CNIL. Qu'est-ce qu'ils vont faire si ces grandes entreprises proposent ce type de fonctionnalité? Et voilà, tout ce qui est protection de la vie privée et puis protection des données, parce que bien sûr, malgré tout, quand ils font un service comme ça, il va falloir mettre les moyens derrière de protéger les quelques données qui résident sur leur serveur à ce propos-là. Mais ça pourrait être vraiment génial, même sur une vision très long terme, sur les 10, 15, 20 prochaines années, ou si on a déjà un système comme ça qui est inclus dans nos téléphones, si une pandémie se déclenche, en quelques jours, le système peut être adapté à la nouvelle maladie et du coup protéger, éviter les propagations massives comme ça s'est passé ces derniers mois. Voilà, et puis je pense que il y aurait beaucoup plus d'utilisateurs puisque déjà il n'y aurait pas la démarche à faire de télécharger une nouvelle application puisque ce serait incorporé dedans. Peut-être aussi un gain de confiance, on va dire. On se dit que c'est notre appareil, que si c'est présent par le constructeur, il y a zéro risque peut-être. Je pense que ça pourrait convertir et en tout cas faire adhérer beaucoup plus d'utilisateurs. Et puis on le sait, les téléphones Android et Apple couvrent quasiment 100% des téléphones du marché. Donc pourquoi pas. Je pense qu'on peut enchaîner sur le troisième thème qu'on souhaitait aborder. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tant qu'on est, en plus, on parle des grandes entreprises, de Google, Apple, on peut peut-être passer à Twitter, du coup. J'introduis? Alors, comme tu veux, tu peux y aller. En tout cas, il y a un fort lien avec ce qu'on disait juste avant sur la protection des données, puisque du coup, là, on va s'attaquer au big hack de Twitter qui a eu du coup la semaine dernière. Ouais, tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas encore entendu parler, petit récap, la semaine dernière, plusieurs très gros comptes Twitter, la plupart des comptes vérifiés, donc il y a eu Elon Musk, il y a eu Tesla, il y a eu le compte d'Apple aussi, enfin vraiment plein d'énormes comptes Twitter vérifiés, ont tweeté un message disant que si les utilisateurs qui lisaient ce message envoyaient des bitcoins à une certaine adresse, ils recevraient le double de ce qu'ils ont envoyé en bitcoin. Donc en fait, on leur proposait de doubler leur argent magiquement, sans aucune raison, sur des très gros comptes. Donc bien sûr, il y a des gens qui ont fait ça. L'arnaque a récupéré environ 110 000 $, ce qui en fait est pas grand-chose pour un hack aussi massif. Et comment les hackers ont hacké autant de comptes Twitter aussi importants? Ils n'ont pas hacké chaque compte un par un, mais c'est beaucoup plus malin que ça finalement. La faiblesse était humaine. Ils ont tout simplement trouver comment accéder à l'espace d'administration des employés de Twitter, enfin de certains employés de Twitter, donc probablement grâce à une faille humaine. Et donc, ces outils de Twitter permettent de tweeter depuis n'importe quel compte à peu près, sans avoir de double authentification ou de mot de passe à saisir. C'est vraiment, on choisit un compte et on poste dessus. Et c'est comme ça que les hackers ont pu poster sur énormément de comptes d'un coup le même message très rapidement. Et puis, c'est resté en vie, quand même quelques temps sur Twitter.
un hack assez fou. Finalement, c'est complètement dingue de se dire qu'en hackant tout simplement une plateforme d'administration comme ça, comme celle de Twitter, auquel ont accès certains employés, hein, c'est-à-dire que si un jour il y a un de ces employés qui a ses accès qui pète un plomb, il peut refaire la même chose en quelques secondes, ou si quelqu'un d'autre comme ça arrive à faire du hacking social, comme les médias ont voulu l'appeler, pour avoir accès à cette plateforme, ils peuvent faire ça rapidement. Finalement, moi, ce qui m'étonne le plus dans ce hack, c'est le fait que des employés comme ça ont autant de pouvoir au point de pouvoir poster au nom de n'importe qui, au nom de personnes connues comme ça, au nom de grandes entreprises. Enfin, c'est assez dingue. Ouais, c'est aussi quelque chose que je me disais en voyant et en abordant ce sujet, c'est le pouvoir du coup que peuvent avoir ces employés, et notamment un pouvoir politique. On pense au compte de Donald Trump qui par exemple est très actif et a l'habitude, on va dire, de provoquer des polémiques. On pensera notamment à ses tweets qui du coup accusaient la Corée du Nord, par exemple, il y a quelques mois. Voilà, là on se rend compte que les employés de Twitter, en tout cas, ont un pouvoir énorme, peuvent se servir de n'importe quel compte pour dire n'importe quoi, et du coup, au final, c'est quelque chose de plutôt dangereux dans un sens politique et géopolitique pour le coup. Voilà, c'est peut-être donner énormément de pouvoir à des petites personnes de l'ombre, je trouve. Je trouve ça assez dommage. Pour changer un petit peu par rapport à ça, je voulais savoir si tu savais, et je pense que non, je pense pas qu'il y ait eu de données là-dessus, combien de personnes ont pu être touchées par ces tweets-là. Ça doit être colossal. Alors ouais, je pense, j'ai pas vu d'infos là-dessus, ou j'ai peut-être pas assez cherché. Après, techniquement, en regardant du coup sur le registre du wallet Bitcoin qui a récupéré toutes ces transactions, on pourrait en déduire le nombre de personnes qui ont envoyé de l'argent là-dessus. Combien de personnes ont été atteintes par les tweets, ont vu le tweet, je ne sais pas, mais ça doit être en millions forcément. C'est des comptes qui ont énormément d'influence, énormément de visibilité, donc beaucoup de personnes ont été touchées par ça, pour au final récolter que $110 000. Ouais, au final, c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose entre guillemets. Mais voilà, oui, je pense que le nombre d'impressions de chacun de ces tweets devait être énorme, hein. Par exemple, le compte d'Apple a plus de 4 millions de followers. Enfin voilà, Elon Musk, on est encore plus. Donc je pense que ça devait être assez impressionnant au final. Moi, je regrette un peu quelque chose dans cette affaire, c'est que Twitter au final a peu communiqué par rapport à ça. Ils ont fait rapidement pour supprimer du coup ces tweets et pour on va dire corriger cette erreur. Ils ont été très vifs sur ce coup-là. Par contre, ils ont très peu communiqué après. Certes, ils ont posé un thread sur leur compte Twitter à eux, mais au final, que sur le compte Twitter américain, enfin le gros compte, rien de relayé sur les comptes Twitter français, par exemple le compte Twitter français. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, un manque de communication par rapport à ça, pas de mea culpa non plus, on n'a pas eu de conférence de presse ou quoi que ce soit, alors que c'est quelque chose de plutôt grave, ni de communiqué de presse pour le coup. Je trouve que c'est assez dommage, un gros manque de communication de la part de Twitter qui du coup essaie, on a l'impression, de maquiller ce problème qui au final est un problème interne à chez eux, hein. Là c'est clairement de leur faute et de la faute de leurs employés probablement. Donc voilà. Je trouve ça assez dommage en tout cas. Ouais, carrément. Ils se la sont joués transparent en espérant que ça passe, et je pense que c'est ce qui va se passer, hein. D'ici quelques jours, plus personne en parlera, et d'ici quelques semaines, certains, les un petit peu fans de tech, s'en rappelleront, mais ça va passer assez inaperçu. Et puis un point moi que je voulais un petit peu mettre en lumière, c'est que du coup encore une fois l'image du Bitcoin est atteinte, et ça je trouve ça assez rigolo pour deux raisons. La première, c'est que bon, c'est une arnaque en Bitcoin dans ce cas-là, mais ça aurait pu être exactement la même chose avec des euros, des dollars ou n'importe quelle monnaie, hein. Clairement, on a juste demandé à des gens d'envoyer de l'argent en leur
faisant croire qu'ils en récupéreraient le double. Et le second point qui est assez intéressant, on dit souvent le Bitcoin c'est intraçable, etc. Déjà c'est complètement faux, parce qu'il y a des registres publics auxquels tout le monde peut accéder, où on voit toutes les transactions qui ont été effectuées. Le seul point, c'est là où ça permet de tracer tout ça, c'est que de ne pas tracer tout ça justement, c'est que quand on crée un wallet, quand on crée un portefeuille Bitcoin, on n'y associe pas son nom et son prénom, et donc c'est difficile bien sûr de relier le wallet à la personne physique. Cependant, et j'ai suivi un petit peu les actus à propos de ça, en fait les voleurs, ceux qui ont récupéré tout cet argent, ont du mal à le récupérer. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce qu'ils ont fait dans un premier temps, c'est qu'ils l'ont séparé sur plein de petits comptes Bitcoin, sur plein de petits wallets Bitcoin, sauf que vu qu'on peut suivre les transactions, bien sûr les enquêteurs ont tracé tous ces wallets-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces voleurs puissent récupérer leur argent ? Il faut qu'ils revendent tous ces bitcoins qu'ils ont récupérés. Mais là, encore une fois, et aujourd'hui avec les réglementations actuelles, la plupart des plateformes sur lesquelles on peut vendre et acheter des crypto-monnaies demandent de vérifier son identité. Et donc là, à ce moment-là, de lier un wallet Bitcoin à une identité réelle, à une carte d'identité, à une adresse. Et donc là, finalement, les voleurs se retrouvent un petit peu bloqués avec plein d'argent, mais qui vont avoir du mal à écouler parce qu'il faut qu'ils vendent ces bitcoins contre de l'argent réel et qu'ils le récupèrent sur leur compte. Donc finalement, on voit un petit peu aussi que la croyance populaire sur le bitcoin, maintenant ça se dissipe un petit peu, mais avec ce type d'affaires-là, ça revient de c'est utilisé pour des arnaques, pour des vols parce que c'est intraçable. De 1, c'est faux, c'est pas intraçable du tout. De 2, c'est pas utilisé que pour des arnaques, hein. Et enfin, il faut quand même réussir à convertir ces bitcoins en argent classique, en euros, en dollars, pour pouvoir l'utiliser. Et ça, ce n'est pas une étape facile, même pour les voleurs. Oui, alors voilà, c'est ça le plus gros problème, c'est ce dont je voulais aborder aussi, c'est ce problème de blanchiment d'argent. Au final, hein, on est un peu sur ce qui se passait à l'époque avec des euros dans la mafia. Là, on est sur du coup une vraie difficulté à blanchir le Bitcoin, puisque ce dernier est devenu du coup traçable par ces grosses entreprises qui gèrent et tiennent les portefeuilles de Bitcoin. Pour ne pas en citer, hein, on peut par exemple parler de Coinbase, qui est un des plus gros maintenant. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut être. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe maintenant à mener une arnaque en Bitcoin, et comme toi, je déplore un peu cette mauvaise image maintenant, et qu'avait déjà d'ailleurs le Bitcoin. Hein, on avait cette image d'argent frauduleux, d'argent qui servait à acheter sur des plateformes un peu spéciales, sur le dark web, comme on l'a entendu souvent, pour acheter des armes, etc. Tout un tas de choses, un peu plus fantasques les unes que les autres. Donc voilà, cette mauvaise image qu'avaient déjà les bitcoins, je pense qu'elle va continuer de s'empirer. Je sais pas d'ailleurs si tu as eu des informations par rapport à ça, ou si tu as suivi le cours. Est-ce que le bitcoin en a pâti un petit peu ou pas du tout ? Alors c'est une très bonne question, ça n'a pas été violent du tout, hein, voire aujourd'hui, là je suis en train de regarder en temps réel, mais aujourd'hui c'est à la même valeur que la semaine dernière. Il y a eu une microscopique baisse, mais qui aurait pu être exactement la même sur une journée normale, hein, rien d'inquiétant. Donc finalement, ça n'a pas du tout touché, ou quasiment pas, le cours du Bitcoin malgré cette affaire. D'accord, donc c'est pas plus mal. Après, je pense aussi que maintenant, le Bitcoin, enfin les crypto-monnaies plus généralement, sont alors pas forcément détenues, mais possèdent un engouement de la part des technophiles, par exemple, plutôt que d'autres personnes. Donc au final, ce sont probablement des personnes qui sont déjà un peu au courant de la chose, et qui du coup ne font pas forcément ultra attention à cette mauvaise image. Ouais, tout à fait. Et puis le fait qu'aussi au début, il y avait vraiment cette image du dark, peut-être que ça a aussi fait cette première étape où tout le monde s'est fait avec ça et s'est dit apparemment c'était comme ça au début, ça a un petit peu changé, et du coup
malgré tout, les gens font un peu abstraction de cette possibilité et regardent plus l'intérêt que ça peut avoir techniquement dans l'idée de liberté et de décentralisation que sur l'utilisation que certaines personnes en font. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit autour de ces sujets. On a pu aborder du coup la technologie au sein de la santé. On a pu aussi aborder du coup la protection, on va dire, des données par la suite. Et c'était un peu du coup ces deux points qui étaient le fil conducteur du podcast du jour, je pense. Donc je pense qu'on peut conclure ici. Je pense que tu peux conclure ici pour le coup. Eh bien, tout à fait. C'était le 3e épisode de la Causerie Tech. On espère encore une fois que ça vous a plu et on est tout à fait ouvert à toutes vos remarques, à toutes vos idées d'amélioration. Vraiment, n'hésitez pas. Nos Twitter seront dans la description du podcast pour que vous puissiez nous contacter. Ça nous fera plaisir. Ça nous montrera aussi qu'il y a quelques personnes qui commencent à écouter la Causerie. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le 4e épisode de la Causerie Tech. Salut!